Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunkemdo NBA Podcast et surtout ce nouvel épisode des previews de playoffs. En ce moment, on enchaîne un podcast par jour, tout simplement une preview par jour. Évidemment, nouvel épisode de ce format. Pourquoi ils ne gagneront pas? Alors, il n'y aura pas que du négatif, rassurez-vous. Et en plus, on va parler d'une équipe, alors j'allais dire surprise, on va y revenir de cette saison. En tout cas, on ne l'attendait pas forcément à la deuxième place à l'Ouest en ce moment. Ce sont les Houston Rockets. Et pour en parler avec moi, c'est Tom. Comment vas-tu, Tom? Ça va très bien et toi, Adrien? La forme? Eh ben, écoute, ça va. Le mois de mars, un peu où on enchaîne, hein. Pour le coup, ça a été. Il y a certaines équipes qui ont eu du mal, à l'image des Cavaliers. Je crois Ouais. que chez Dunkebdo, on est un peu fatigué. Carrément, carrément. En tout cas, tu rends bien hommage à cet épisode en arborant cette magnifique barbe qui a été très célébrée pour cette franchise des Rockets il y a quelques années. Ah, c'est vrai, mais qui est parti du côté de la Californie depuis quelques temps maintenant. Mais justement, oui, on va parler des Rockets. Alors rapidement, bien sûr, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube pour voir nos têtes fatiguées, mais aussi en audio version classique sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. On ne perd pas de temps pour ce format des previews. On enchaîne tout de suite et justement, on va revenir sur cette saison régulière des Houston Rockets. Alors c'est assez... alors, je vais dire ironique, c'est pas le bon mot, mais ça a été une petite surprise parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, Tom. Ces Rockets, c'était pas forcément une équipe qu'on attendait. Quand on a parlé de fenêtres de titre potentielles pour cette saison, tout simplement, Houston ne faisait pas partie de la shortlist, on va dire. Mhm. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont contenders, mais force est de constater que quand tu te retrouves pendant toute la saison dans le top 4 à l'Ouest, pratiquement tout au long de la saison, tu fais partie des équipes qu'on ne peut plus négliger. Alors, comment, toi, tu as vécu cette saison régulière des Rockets? Comment tu la résumerais? Bah, c'est une très bonne saison. En fait, c'est un peu la saison du décollage pour cette équipe qui justement a bien surfé sur la fin de saison dernière où ils ont bien enchaîné, notamment après la blessure de Şengün et qui justement un peu à la manière des Suns d'il y a quelques années dans la bulle qui justement avaient profité de la fin d'une saison pour trouver certains automatismes et qui là sont arrivés plis au plancher sur cette saison. T'as dit qu'ils justement tout à l'heure qu'ils sont bien placés depuis le début de la saison et c'est carrément ça en fait. Ils ont toujours été dans le top 4, top 4, 5 par là. Ils sont jamais allés plus bas. C'est une équipe qui a été en positif sur quasiment tous les mois de la saison régulière en dehors du mois de février justement à cause de la blessure de Van Vliet. On en parlera un petit peu tout à l'heure et qui est passé un peu de fenêtre fermée pour le titre en début de saison à littéralement la meilleure équipe de la Southwest Division avec plus de 50 victoires à gagner. Bon, pour rappel, la Southwest Division, il y a quand même il y a quand même Dallas, Memphis, San Antonio, beaucoup d'équipes à qui on prêtait justement une saison meilleure potentiellement que les Rockets par rapport au nom qu'il y avait sur les papiers et sur les effectifs, alors que les Rockets ont su faire mentir l'adage justement parce que c'est une équipe qui s'est installée très tôt avec une grosse défense qui leur permet justement d'aller grappiller et d'aller récupérer beaucoup de victoires. Oui, c'est ça, une équipe finalement qui a trouvé assez vite son niveau plancher, hein, ce Mmh. qui est toujours, en saison régulière, ce qui est le premier point, le premier objectif, hein, finalement. Ils l'ont trouvé assez tôt. Et puis, tu l'as dit, hein, je ne vais pas tout répéter, mais avec quelques blessures au long de la saison, on a quand même Mmh. pu voir certains joueurs de cet effectif devoir prendre un costume un peu plus grand, qui se sont bien adaptés. Alors, ça va poser des questions, on en parlera peut-être sur les rotations, mais on a eu Mmh. quelques avènements. Évidemment, un des darlings de cette saison, c'est Amen Thompson, avec son duo avec Tari Eason, qui ont des impacts statistiques dont on va parler évidemment aujourd'hui. Mais oui, une équipe qui a pas eu tant de coups de mou que ça. Tu l'as dit, évidemment, quand tu perds Fred VanVleet, qui est quand même ton moteur offensif, il a fallu un petit peu réadapter la manière de jouer. Mais finalement, vu que tu as ce système autour offensif, en tout cas offensivement, tu es autour d'Alperen Sengun notamment, et puis Jalen Green, un nom qu'on va aussi beaucoup citer, qui a repris quelques responsabilités, qui a été plutôt rassurant pendant cette saison, qui a pu reprendre cette place. Et puis après, sur tes assises défensives et sur ton profil d'équipe, voilà, c'est une équipe qui a trouvé vite son identité et qui a été fidèle tout au long de la saison, en fait. Ouais, clairement. Et puis c'est une équipe qui, malgré les petites blessures qu'il y a pu y avoir, qui a quand même des titulaires, en tout cas quand les 5 majeurs sont alignés, qui jouent beaucoup. C'est la seule équipe de la ligue qui a 2 line-up qui ont joué plus de 550 possessions. Donc on voit que voilà, Ime Udoka, Ime Udoka qui a ses principes et qui s'y tient Il y a son notamment plan. avec il y a son plan avec des joueurs qui jouent énormément de minutes quand il leur fait confiance, notamment si on prend tu vois des gars comme Dylan Brooks, Şengün, voire même Amen Thompson à partir du moment où il est rentré dans la rotation.
justement à la blessure de Jabari Smith, qui était aussi un des joueurs qui était attendu sur ce début de saison, qui était un peu le joueur qui était censé faire la bascule, puisque c'est quelqu'un qui, sa plus grande force, c'est qu'il peut jouer avec tout le monde, plus que son jeu en lui-même, et qui, à sa blessure, a été remplacé par, on va dire, Amen Thompson, qui a justement éclaboussé en fait la ligue de tout son talent. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui, quand il a commencé à jouer, il a pris ses marques dans l'effectif et il a montré tout ce qu'il a pu montrer, notamment avec vraiment un très haut niveau entre playmaking, entre le niveau offensif. C'est un joueur qui, malgré le fait qu'il n'ait pas de tir, arrive à trouver et à créer des espaces un peu à la manière de Jimmy Butler, un peu à la manière. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu dans le jeu. C'est quelqu'un qui, même s'il n'a pas forcément de tir, il arrive à trouver des espaces, à bénéficier des espaces des autres et à créer de la gravité autour de lui, qui fait que c'est une qualité qui est tellement indispensable justement pour ces Rockets que finalement au retour de Jabari Smith, celui-ci s'est retrouvé sur le banc puisque voilà, Amen Thompson était trop loin. Il était trop loin, il était devenu trop important dans le système aux côtés justement de Jalen Green et de Alperen Sengun qui voilà, un peu les deux joyaux identifiés de la franchise au début de saison. Il y avait des questions notamment autour de leur prolongation, puisque la saison commence comme ça, réellement. Les deux reçoivent une prolongation plus étonnante pour Jalen Green que pour Alperen Sengun, même si voilà, on a des durées qui sont différentes, mais après, les deux sont à peu près à 21% du cap. Et voilà, il y avait ces questions-là qui, au final, au cours de la saison, montrent que pour l'instant, l'équipe a peut-être bien fait de leur faire confiance. Oui, et pour accentuer un petit peu sur Amen Thompson, tant qu'on est dans le positif, j'en profite évidemment. Je suis d'accord avec toi, cette capacité à jouer sur les appuis des adversaires et à les générer voilà, de l'espace vers le cercle, qui était un profil, qui rajoute un profil en plus. C'est-à-dire que, comme tu dis, une fois que tu as Jalen Green, Sengun, ça dessine un profil offensif de ton équipe. Et c'était quelque chose qui manquait, donc ça leur offre une certaine variété. En tout cas, ils ont une identité, notamment offensive, mais aussi défensive. Les deux sont un petit peu liés. Je te propose d'en parler dans cette fameuse rubrique des raisons pour lesquelles ils ne gagneront pas, parce que cette attaque est peu orthodoxe pour le coup du côté des Rockets. Ils ont une identité, comme je le disais. C'est une attaque assez statique. C'est l'équipe qui fait le moins de passes de la ligue. C'est aussi simple que ça. C'est la dernière équipe au nombre de passes faites. Donc le ballon ne bouge pas beaucoup. Alors ça peut avoir des avantages, on y reviendra, puisque tu fais pas de passe, tu perds pas la balle, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est une équipe aussi qui génère peu d'assists, donc qui dépend à la fois de la créativité d'un Sengun ou d'un Thompson dans son style et ou du shot-making de ses joueurs extérieurs. Donc ça peut être un Fred VanVleet, ça peut être un Jalen Green qui a certes été un peu rassurant et autour duquel il peut y avoir quelques questions. On recitera ce nom un peu plus tard. En tout cas, voilà, une attaque où on peut potentiellement entrevoir quelques limites, ou en tout cas on peut avoir quelques interrogations en vue des playoffs. C'est ça. Donc, t'as dit un peu de passes décisives, mais pas mal de Kobe assists, puisque voilà, c'est une équipe qui est très forte sur le rebond offensif. Donc beaucoup de Kobe assists, beaucoup de Kobe assists. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui, on peut voir les limites, notamment sur le jeu de demi-terrain, sur la capacité justement, notamment de gérer parfois certaines prises à deux. On voit que ce qui généralement peut faire la différence et créer les décalages, c'est soit de faire la différence entre guillemets sur le premier rideau, notamment via Jalen Green ou peut-être potentiellement Fred VanVleet. Mais en fait, c'est des joueurs qui peuvent avoir des difficultés, notamment quand ils sont pris à deux. C'est des joueurs qui ont parfois du mal à pouvoir créer assez de séparation pour qu'il y ait assez d'espace pour justement créer ces fameux décalages. Et en fait, on se rend compte que même dans les passes qui sont générées, c'est souvent des passes avant le panier plus que des passes décisives en elles-mêmes. En dehors peut-être de Sengun qui a lui justement quand il arrive par exemple à driver ou quand il arrive à trouver des joueurs sur des cuts ou même son jeu avec VanVleet sur entre guillemets les écrans guard big ou enfin les pick and roll inversés pardon. Voilà, les pick and roll inversés qui permettent justement d'ouvrir des espaces dans le dos de la défense et créer justement des passes décisives au panier. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui a du mal justement c'est une équipe qui va avoir du mal à trouver des bonnes positions, qui a malheureusement pour elle des joueurs qui vu que la majorité des tirs qui sont pris ne sont pas assistés, qui sont en dessous globalement de l'efficacité moyenne. Et quand on regarde globalement en termes de shot making, ils sont en dessous du 20e centile sur toutes les zones de tir. Donc au cercle, à mi-distance et à 3 points.
ils sont en dessous du 20e centile à l'efficacité. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as le profil offensif des tirs que tu prends déjà et pas forcément quelque chose qui se traduit bien en playoff. On va pouvoir peut-être parler aussi de cette fameuse zone du midi-stand. Souvent, c'est la marotte, ce qui est assez amusant. On en parlait dans un autre épisode que j'ai enregistré aujourd'hui de ces fameuses tirs de superstars dont on parle régulièrement à ce moment-là. Bon, on va beaucoup parler de la capacité, de la potentialité des tirs mis par Jalen Green dans ces cas-là. Et sinon, effectivement, c'est une équipe qui, certes, va un peu au cercle, mais pas très efficace, ne génère pas beaucoup de fautes. Tu l'as dit, je pense que tu vas y revenir. Et qui, en plus, quand il y a faute, a parfois du mal peut-être à les transformer. Donc voilà, une attaque peu dynamique, très peu de passes, un système donc offensif qui dépend un peu de la défense auquel on reviendra un petit peu plus tard. Au-delà de cette attaque, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'abord sur l'attaque, le profil offensif, ou est-ce qu'on parle ensuite des profils, j'allais dire individuels, des profils mentaux de ces joueurs-là, du profil général des Rockets? On peut parler un peu de l'évolution du rôle offensif d'Alperen Sengun. D'ailleurs, on va voir une très bonne vidéo justement de Baptiste du Dreamcast Show qui parlait justement de l'évolution d'Alperen Sengun, notamment par rapport au fait que c'est quelqu'un qui jouait un petit peu moins près du panier, qui justement était plus, qui est en train d'opérer une transition entre finisseur et créateur, qui est un joueur qui était un peu plus finisseur avec énormément de paniers assistés et qui est là utilisé un petit peu plus comme créateur, donc face au jeu plutôt que deux au jeu à devoir finir les actions près du cercle. Donc ça a un coût entre guillemets sur son efficacité globale, mais en fait le fait de le reculer lui permet à d'autres joueurs qui sont des talents un petit peu plus dépendants de mieux exploiter justement tout ce qui est espace près du cercle et de pouvoir justement diversifier son jeu offensif, notamment à l'approche des playoffs. Du coup, ça me fait te poser une question sur la dépendance aussi à ces profils-là. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe qui, certes, on est sur un bon collectif, on va y revenir, il y a plein de bonnes choses dans le collectif, mais il y a peut-être, c'est une équipe qui, si tu as un engrenage qui ne fonctionne plus, et notamment celui de Sengun, parce qu'on l'a dit, du côté des postes extérieurs, Van Vliet, Jalen Green, on va pouvoir peut-être trouver quelques alternances. Si on perd Alperen Sengun, même si on a un Steven Adams très bon, on n'est pas sûr de pouvoir les retrouver en l'état en playoff, et ça peut aussi être une inquiétude quand même du côté d'Houston. Oui, clairement, puisque on voit que c'est une équipe qui, si on peut reprendre peut-être un autre point qui fait que cette équipe peut-être ne gagnera pas le titre, c'est une équipe qui est quand même sensible au hack. On a parlé de, par exemple, Alperen Sengun, qui est un joueur très important. Alors, au-delà des questions sur sa présence potentielle sur le terrain par rapport aux aspects défensifs, même s'ils arrivent à bien le protéger en saison régulière, mais s'il tombe sur des équipes qui sont capables de mieux le cibler, peut-être qu'il devra passer un petit peu moins de temps sur le parquet. Autre chose qui pourrait faire qu'il passe moins de temps sur le parquet, ça va être justement les tentatives de hack, puisque c'est un type de jeu qui ressort souvent en playoff, le hack Intel, puisque Alperen Sengun il est en dessous de 70% au lancer. Jock Landale aussi qui est un intérieur qui joue de temps en temps, il est aussi en dessous de 70% au lancer. Steven Adams il est à 44% au lancer franc. Donc voilà, ce sont des joueurs qui, stratégiquement, s'ils commencent à faire un petit peu trop mal à l'adversaire, peut-être que ça peut être une carte abattue par justement un adversaire pour pouvoir sortir ces joueurs-là du terrain et casser le rythme. Et surtout que c'est une équipe qui a joué beaucoup de matchs donc dans le clutch, donc de matchs serrés finalement autour de la saison. Et c'est vrai que d'autant plus dans des situations qu'on retrouve très souvent en playoff de matchs serrés, c'est dans ces moments-là où le hack peut revenir et où aussi ça peut jouer sur la confiance, une équipe sur sa confiance au lancer, les joueurs qui sont plus ou moins bons, et puis sur des joueurs qui ont l'air aussi. C'est une équipe qui a le vent en poupe, qui passe une bonne saison. Il y a l'air d'avoir le groupe vit bien, comme le dit l'expression consacrée, le groupe vit bien, mais il y a un mais, et on se le disait en plaisantant avant d'enregistrer, parfois, ça peut aussi dégoupiller. On a quelques profils, là, on sort un petit peu des capacités techniques terrain basketball, mais on a quand même une équipe et un coach qui, quand la dynamique du match ne va pas dans leur sens, peuvent se frustrer. Et ça, quand on arrive en play-off, on a besoin, notamment sur une équipe qui n'est pas forcément la plus expérimentée, parfois de garder la tête froide, et il faut faire un peu attention à ce facteur-là également. C'est vrai, ça, et on peut dire que les Houston Rockets, c'est un peu une équipe de hot head pour paraphraser. C'est vrai qu'il peut y avoir une certaine instabilité, entre guillemets, mentale, où des joueurs peuvent être, des joueurs, voire même le coach, peuvent être friables mentalement. On a parlé tout à l'heure de l'importance de Fred Van Vliet qui a dégoupillé cette saison déjà face aux arbitres, notamment en pointant du doigt, je crois, sur la joue d'un arbitre, notamment. Déjà, ils les avaient en tout cas, c'était proche, quoi. Il les avait traités, je crois, il en avait touché un. Udoka,
on connaît son passif justement avec les arbitres. C'est pas le dernier à se faire éjecter, à dire ce qu'il pense sur le bord de touche. Dillon Brooks, notamment quand il était en playoff à Memphis, on se souvient de ses joutes verbales avec LeBron James, ou même avec des gars comme Draymond Green. On se souvient de voilà, on a des Tarizon, des Cam Whitmore, voilà, qui sont jamais les derniers quand il faut. Il y a du caractère. Voilà, il y a beaucoup de caractère dans cette équipe. Et justement sur peut-être des moments ou des périodes intenses de playoff, vu que ce sont des joueurs qui peuvent potentiellement être importants, en tout cas si on prend Ison, Brooks, Van Vliet et potentiellement Udoka hein, sur l'aspect play calling, ça peut être des joueurs qui sont importants et ciblés par les adversaires justement pour dérégler l'équilibre de l'équipe. Oui, et puis avec une attaque aussi qui est un peu dépendante, comme on le disait juste avant, je pense que ça fait un peu lien entre les deux, dépendante de, alors pas d'exploit, mais en tout cas des capacités individuelles de chacun. C'est vrai que si tu te sors du match, aussi bête que ce soit, et on a quelques joueurs aussi dans l'NBA qui aiment tenter de sortir du match l'équipe adverse. Par exemple, tu pourrais te retrouver face aux Golden State Warriors et un certain Draymond Green qui se régale de ce genre de choses. Voilà, il faut faire attention à ça, et si voilà, tu ne gardes pas la tête froide, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un peu inquiéter. Je ne vais pas m'étaler dessus, je pense que tu as assez bien résumé ce point-là. Surtout que pour moi, tu vois, ce sont des joueurs qui sont super importants, notamment sur l'aspect défensif, puisque par exemple, ce sont des joueurs qui on va dire, qui jouent plus grand que leur taille, ou du moins qui défendent plus gros que leur taille, notamment sur Fred VanVleet, qui est assez intéressant, notamment pour tout ce qui est fronter les gars au poste, pour tout ce qui est aussi switch, hein, c'est quelqu'un qui résiste bien. Par exemple, Dillon Brooks aussi, qui est beaucoup plus à l'aise, on va dire, sur les joueurs costauds et puissants, plutôt que sur les joueurs vifs. Voilà, plutôt que sur les vifs. Qu'on a, tu vois, par exemple, si pour des gars comme, on a vu par exemple contre un gars comme Zion, ça a été intéressant d'avoir. Donc, si tu te dis par exemple s'ils doivent jouer Minnesota, ben, c'est quelqu'un qui pourront potentiellement mettre sur Randle, par exemple. Des joueurs sur tout ce qui est joueur puissant, c'est quelqu'un qui va être intéressant. Là où Tarizon, lui, il va être intéressant notamment sur les joueurs peut-être un petit peu plus puissants. C'est quelqu'un qui peut être intéressant sur les switches, notamment pour défendre les pivots. Si jamais justement il faut faire et pour échanger notamment sur les écrans, faire des pré-switch, des trucs comme ça. Donc voilà, ce sont des joueurs qui mis bout à bout sont hyper importants pour la structure globale et la densité de l'effectif de l'équipe, et tu peux pas te permettre d'en perdre un en playoff parce qu'en fait ils ont tous un skill set qui est plus ou moins irremplaçable. Oui, bah c'est j'allais dire le mauvais point des équipes où le collectif est très, très bon, très important, mais chaque pièce, chaque engrenage a son importance, et s'il y en a un qui saute, notamment défensivement, et puis avec leur grand malheur, je pense qu'on en parlera quand on fera le bilan de quel est leur plancher, leur plafond, le malheur d'être à l'ouest, et de ce qui peut être amené par les adversaires en face. Comme tu disais, tu as beaucoup d'équipes dans cette range-là, donc à l'heure où on parle, les Rockets sont deuxième, mais la conférence ouest, tout le monde est très très proche, donc ça peut basculer. Mais les équipes de bas de classement playoff, de qualification playoff à l'ouest, on a des Timberwolves, on a des Mavs, donc des équipes assez longues, des équipes qui sécurent le rebond, donc qui est quelque chose de très important pour les Rockets, voilà, qui peuvent entacher un petit peu, stratégiquement parlant, disons qu'en termes de cartes données, il y a des équipes qui peuvent poser des problématiques quand on va arriver en playoff au système Udoka, si on l'appelle comme ça. Clairement, puisque c'est une équipe qui, pour moi, aura plus de mal à affronter une équipe basée sur la défense, notamment par rapport à son attaque, que sur une équipe dont la principale force est l'attaque. C'est-à-dire que leur défense va bien pouvoir ralentir une bonne attaque qui a une mauvaise défense, puisqu'ils vont pouvoir attaquer plus facilement une mauvaise défense. Alors que s'ils tombent sur une très bonne défense, j'ai bien peur que leur Minnesota attaque, pour pas les citer. Voilà, Minnesota ou même les Warriors, depuis qu'ils ont récupéré Jimmy Butler, les Warriors ont une excellente défense. Voilà, c'est une équipe qui, pour moi, pourrait poser problème, même si on y reviendra. Il y a pas mal de motifs d'espoir dans cet effectif-là, quoi. Bah, allons-y, justement, parce que la transition est toute faite. C'est vrai que, et en plus, ça fait le lien avec ces deux points dont on vient de parler sur l'aspect psychologique. C'est une équipe avec des joueurs qui marchent à la dynamique, et notamment dans leur profil. Et ces stats incroyables d'être une équipe excellentissime au rebond offensif. C'est l'équipe qui en prend le plus, qui se génère le plus, en tout cas de seconde chance, comme on dit dans les stats, et largement, pour le coup, les Rockets sont vraiment excellents. C'est surréaliste pratiquement sur le rebond offensif, voilà. Et ils réussissent aussi à la fois à être une très bonne défense de transition, donc ça paraît antinomique, et pourtant ils arrivent à faire ça. La question est donc, alors est-ce un vrai motif d'espoir? C'est comme ça que je vais te poser la question, puisque arriver en playoff, est-ce que, selon les profils qu'on va te mettre en face, est-ce que tu vas pouvoir traduire ce profil-là? Est-ce que vraiment ce caractère unique de génération de points
se traduit vraiment en playoff? Est-ce qu'on y croit, quoi, finalement? Bah, je pense que ça, pour eux en tout cas, ça peut se transposer puisque les joueurs qui sont les moteurs justement de cette génération de rebonds offensifs vont jouer. Par exemple, tu vois tout ce qui est Harrison, Amen Thompson, ce sont des joueurs qui vont jouer. Hein, ce sont des joueurs qui vont jouer globalement. Et puis voilà, c'est ce qui va se passer, c'est que bah, encore une fois, hein, le fait de ces joueurs-là, ils ont on va dire ils ont un certain talent pour ça. Et en fait, ce que fait Houston, c'est que une partie des joueurs va repartir quand le tir part, une partie des joueurs repart sur la transition en laissant justement les joueurs qui ont les qualités avantageuses pour jouer le rebond. Donc en fait, même si ça semble antinomique, ils le font encore une fois, le rebond offensif. Pour moi, c'est quelque chose qui a décorrélé du rebond défensif. Par exemple, si on prend l'exemple du rebond défensif, le rebond défensif, c'est quelque chose qui est joué par l'équipe. Là où le rebond offensif, c'est joué par un individu. Et en fait, eux, ils ont les individus capables de pouvoir jouer le rebond offensif sans avoir à, entre guillemets, à se dépeupler derrière et à ne pas assurer la transition défensive. Donc, je trouve que c'est un bon équilibre qui est trouvé. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir continuer à faire tout simplement parce que les joueurs qui génèrent ces types de justement jeux de possession, peut-être en dehors de Steven Adams, bah, ce sont des joueurs qui vont jouer parce que ce sont des joueurs dont ils ont besoin de l'autre côté du terrain. Ouais, tu l'as dit, hein, je vais te paraphraser, mais effectivement, il y a ce côté l'équilibre qui est bien trouvé parce que le rebond offensif, comme tu l'as dit, est une question individuelle. Donc, on laisse les individus capables d'y aller jouer et les autres sont très scolaires. Ça reste une défense. Alors, c'est pas le bon mot, c'est pas scolaire, mais en tout cas, c'est rigoureux. Voilà, ça reste une défense rigoureuse. Voilà, exactement. Non, mais ça, comme on le dit, ça paraît un peu bizarre pour une équipe qui joue beaucoup le rebond offensif. On a l'impression que ça va être une équipe où ils vont se jeter à 5 sur le ballon, quoi qu'il arrive. C'est pas le cas. C'est des joueurs, comme tu l'as dit, les Harrison, il y a May Thompson qui en plus sont très mobiles dans l'espace parce que le rebond offensif, c'est arrivé à se glisser justement dans les espaces laissés par la défense et puis ensuite avoir une certaine verticalité. Et on ne présente plus la verticalité. Et la force pour pousser, hein, parce que Harrison, il est assez long, il pousse. Amen Thompson, lui, il part un peu plus loin, il arrive à se faufiler et tout ça. Et plus en verticalité, aussi, Thompson. Voilà, c'est ça. Et Steven Adams, il pousse aussi, quoi. Il pousse les mecs. Steven Adams, il pousse, ouais. Il pousse les gars et finalement, les gars se retrouvent en dessous du panier, quoi. Quand le rebond quitte l'arceau, les gars sont en dessous du panier et lui, il est juste devant, quoi. C'est ça. Et les autres profils, du coup, sont assez rigoureux, suivent assez le plan pour redescendre. Donc, c'est une défense, voilà, qui... En tout cas, ce système-là, on devrait continuer de fonctionner dans l'idée. Après, est-ce qu'il n'y aura pas plus de rigueur des équipes en face sur leur rebond défensif et donc le rebond offensif des Rockets? Ça peut être un peu la question. Mais justement, je vais faire la transition avec le deuxième point. On a parlé de l'équipe un peu de hothead, mais il y a aussi... Le bon côté de cet aspect-là, c'est qu'on est sur une équipe de caractère, justement, pour aller jouer le rebond offensif. C'est, comme tu l'as dit, c'est individuel, mais c'est une preuve aussi de caractère, de joueurs qui y vont, qui sont motivés, qui se donnent aussi. C'est des dépenses physiques. Alors peut-être que c'est un autre point. On est sur une équipe de caractère, on est sur une équipe clutch. Je l'ai dit, qui joue beaucoup de matchs serrés, mais qui en gagne beaucoup. C'est l'équipe qui en a gagné le plus. Hein. Alors, leur win rate est de 60% sur les matchs dans le clutch, mais ils sont très, très clutch, notamment quand Fred VanVleet est là également. Ils sont en 21-10. Donc, c'est une équipe de caractère qui, a priori, ne devrait pas se laisser dépasser par les événements en play-off. Ils ont de la répétition. Ouais, c'est pas une équipe. En gros, c'est une équipe qu'il faudra abattre. En gros, c'est pas une équipe qui va se battre elle-même. C'est une équipe qu'il faudra aller battre. Sur son terrain et qui va être, je pense, difficile à bouger. Et après, je trouve qu'il y a quelque chose qui est peut-être sous-estimé avec cette équipe-là, c'est les capacités athlétiques élites. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, athlétiquement parlant, ils ont un peu tout. Ils ont de la force, ils ont de la vivacité, ils ont de la vitesse, ils ont de la longueur. Ils ont, tu vois, par exemple, on les a vus expérimenter justement ces fameux two big line-up avec justement Sengun et Adams, avec Jabari Smith en 3. Donc, voilà. Ça en fait de la taille, ça en fait de la longueur. Voilà, c'est une équipe qui peut jouer grand justement pour forcer les équipes à s'ajuster et justement contrer ces problématiques d'attaque, quoi, pour pouvoir générer des mismatchs autrement, justement, puisque s'ils ont des joueurs un petit peu plus grands un peu partout, ben ils ont la possibilité potentiellement de te shooter dessus, de créer justement une prise à deux beaucoup plus facilement à partir du moment où tu vas sentir que tu as un joueur qui peut être en difficulté face à un autre. Et ensuite, ils ont aussi l'adage sur la partie athlétique, hein. Tu vois, au niveau de la puissance, on n'en parle pas forcément, mais Cam Whitmore, c'est un joueur qui est assez puissant en fait pour son gabarit. C'est un joueur de force. Jason Tate, c'est un joueur de force aussi.
Steven Adams, bon, on va pas y revenir, mais c'est un joueur de force. Même Fred VanVleet pour un meneur. Dylan Brooks aussi pour un arrière. Voilà, c'est des joueurs qui ont de la force. Et en fait, c'est une équipe qui peut t'amener sur une guerre des tranchées, notamment avec beaucoup de switch, beaucoup de jeux de 1 contre 1 qui pourrait pas être forcément une partie de plaisir pour toi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important, ça, les capacités athlétiques qui vont aussi leur permettre peut-être aussi de rester frais et en fait de te taxer énergiquement et physiquement tout au long de la série. Ils sont clairement pas bons à prendre sur l'aspect physique. Effectivement, ça peut être une équipe qui, au-delà de peut-être gagner la série, peut pour certaines équipes surtout les attaquer physiquement sur la durée. Et comme tu l'as dit, il y a la polyvalence des profils physiques fait aussi que c'est pas une équipe facilement attaquable côté mismatch. Alors, on pourrait dire que VanVleet est un peu petit, il y a peut-être plus de questions sur un Jalen Green, mais c'est quand même des joueurs qui sont impliqués, qui ne sont pas si facilement attaquables côté mismatch. Et donc, je vais revenir à ce que tu disais en premier point, c'est ça, c'est qu'une équipe qu'il va falloir battre. Il va falloir que les équipes de l'Ouest, dont on vante en général, si on fait à chaque fois la liste, si on se fait une preview par série, on va comparer les talents et puis savoir qui est le meilleur joueur de la série. C'est un sujet qu'on aborde de temps en temps chez Dunk Hebdo. Bon, a priori, sur le papier, le meilleur talent de la série, il va rarement être du côté des Rockets. Oui. Par contre, il va falloir que l'équipe en face le prouve. Et il va falloir aller les battre. Il va falloir que les joueurs en face gagnent ces matchs, en tout cas ne passent pas à côté. Parce que si tu passes à côté, eux, par contre, ils ont multitude de petites clés qui font que, alors peut-être ils n'auront pas le meilleur joueur, mais après, s'ils ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben là, tu vas commencer à avoir des problèmes. Clairement. C'est vrai que, après, c'est ça aussi avec, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un aspect sur lequel, en fait, les Rockets, la seule chose qui leur manque pour être une équipe peut-être prise un petit peu plus au sérieux, c'est quelqu'un de létal offensivement. Et le côté élite sur le shot making, c'est vraiment ce qui leur manque, puisque voilà, le plancher défensif est très bon. Ils peuvent être friables en fonction de comment les équipes peuvent peut-être potentiellement cibler certains joueurs, mais globalement, voilà, si cette équipe-là avait une attaque, on va dire, c'est une équipe qui avait une attaque de demi-terrain moyenne, on en parlerait potentiellement vraiment comme un favori, quoi. Oui, bah écoute, tu me sers la transition sur un plateau, donc je la prends évidemment, puisque la mini-rubrique, j'ai envie de dire, d'après, c'est celle des joueurs clés, des facteurs X de cette série, et donc j'embraye avec le mien, puisque j'ai choisi de parler de Jalen Green, justement, sur cet aspect dont tu viens de parler, puisque c'est le projet, j'ai envie de dire, c'est Jalen Green. En tout cas, c'était ce qu'on voulait dans cette attaque des Rockets. Il faut un Jalen Green plus létal offensivement pour que tu puisses passer l'étape supplémentaire. Alors pour le coup, sur cette saison, il a été plutôt rassurant. Alors parfois en dents de scie, si on regarde que les chiffres d'efficacité, c'est toujours pas un joueur des plus efficaces. Par contre, il a été à la hauteur dans pas mal de situations clutch, comme je disais. Et quand Jalen Green marche, les Rockets marchent. C'est-à-dire que quand il est à plus de 30 points, ils sont en 11-1, les Rockets. Quand il est à plus de 20, ils sont en 30-14. C'est-à-dire que quand Jalen Green arrive à mettre ses tirs, les Rockets gagnent une immense majorité de leurs matchs. Et donc, je pense que la forme offensive de Jalen Green sur ces séries où il va parfois devoir échanger les paniers, tiens, je vais reprendre l'exemple de Minnesota, quand tu es une autre équipe défensive et que finalement à Minnesota, est-ce qu'Anthony Edwards va mettre les paniers d'un côté? Est-ce que tu arrives, alors peut-être pas à rendre totalement à égalité le nombre de points et avec l'efficacité d'Anthony Edwards, mais en tout cas à réduire cet écart-là du shotmaker en phase principale. Si Jalen Green arrive à réduire cet écart au maximum, et bien pour le reste, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, bien le collectif des Rockets peut, à ce moment-là, alors créer la surprise dans quelle mesure, je pense qu'on en reparlera peut-être pas tant que ça, mais en tout cas devenir un véritable poil à gratter, un vrai adversaire compliqué pour ces équipes de l'Ouest. Oui, parce qu'on sait que par exemple Jalen Green, c'est quelqu'un qui va toujours prendre les tirs. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'il les met ou pas. Voilà. On lui fait confiance, pas de problème. Voilà. Et surtout dans le côté prise de tir, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, notamment pour ces Rockets. On voit, enfin, en tout cas nous, à Dunk Hebdo, on voit généralement ce qui se passe, c'est que en playoff, la chose qui peut être le plus dommageable pour un joueur offensif, c'est qu'il n'ait plus la possibilité de prendre les tirs. C'est-à-dire que c'est une chose de les mettre, mais c'est aussi une chose de se les créer. Et pour moi en tout cas, c'est pire qu'un joueur qui prend un certain nombre de tirs n'arrive plus à en prendre, tout simplement parce que ses capacités, puisque il est plus en mesure soit physiquement ou il est plus en mesure de prendre l'avantage assez d'avantage sur son adversaire direct pour pouvoir générer le tir, puisque effectivement, ne pas prendre le tir, c'est pire
Ne pas prendre un tir. Que le prendre. C'est vrai que ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais oui, effectivement, en effet. De le prendre et peut-être parfois le manquer, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose où c'est quelqu'un qui, soir après soir, a son régime de tir qu'il va prendre et peu importe ce que la défense va faire, il va être en mesure de pouvoir générer ses tirs. Et on voit que ce qui va faire la différence, c'est au niveau de l'efficacité. Et globalement, quand tu prends l'efficacité sur les victoires et les défaites, on voit que c'est quelqu'un qui fait vraiment la bascule, en tout cas pour les Rockets, même si tu vois, c'est un joueur quand il est à l'efficacité moyenne, si on voit par exemple pendant les victoires, il est à 22 points avec 56% de true shooting. Donc c'est l'efficacité à peu près moyenne du poste pendant les victoires. Donc il est aux alentours de par exemple de Bénédicte Mathurin ou de Devin Vassell, ces genres de là. Par contre sur les défaites, il est à 20 points en moyenne avec 50% de true shooting. C'est en dessous du 10e centile, donc on est aux alentours de Bruce Brown, de Bilal Koulibaly. Donc voilà. Des grands shotmakers finalement. Voilà, c'est ça. Donc globalement c'est ça, c'est ce qui va pouvoir faire la bascule, notamment au niveau du shotmaking, puisque au bout d'un moment, tu ne pourras plus compter sur la bataille des possessions et sur le jeu de transition. Tu vas devoir pouvoir avoir une attaque viable sur demi-terrain face à une bonne défense potentiellement. Donc tu devras être en mesure de mettre tes tirs, puisque on sait que c'est une équipe qui encore une fois, hein, c'est une équipe où il y a très peu de décalage et comme on l'a dit un petit peu avant, hein, les passes décisives sont des passes avant les tirs plus que des passes vraiment décisives où le gars est dans un fauteuil, quoi. La différence est faite plus par le joueur une fois qu'il a reçu la balle sur un ou deux dribbles que par la passe en elle-même. Et comme tu dis, dans le profil des tirs que va prendre Jalen Green, c'est un véritable besoin. Enfin, s'il les met, comme tu dis, il faut le prendre pour pouvoir le mettre, déjà, première chose. Donc lui, il est capable de le prendre, c'est pas le cas de tout le monde. Alors il y a quand même Fred VanVleet qui n'a pas sous-estimé de ce côté-là. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est sûr. Mais du coup, voilà, Jalen Green, pour moi, c'est un joueur qui peut les faire basculer, en tout cas, d'équipe voilà gratter à équipe véritablement dangereuse sur une série où, voilà, comme on disait, comme c'est une équipe de caractère, sur la confiance, un Jalen Green en confiance, il suffit de 4 victoires. Hein, finalement, ça peut aller quand même très vite une série de playoffs. Donc voilà, moi j'aimerais y mettre Jalen Green en avant, j'imagine, bon, avec tout ce que tu as dit, que tu es en partie d'accord, mais est-ce que tu as un autre nom, toi, qui pourrait faire la bascule? Peut-être un Thompson, peut-être un Sengun? Pour moi, c'est clairement Amen Thompson. Hein. Pour moi, c'est clairement Amen Thompson. Et je pense que, tu vois, en début de saison, il y avait peut-être des doutes sur qui était le meilleur joueur de cette équipe. En arrivant à la fin de saison, alors oui, je pense que c'est Alperen Sengun qui a été élu All-Star cette saison. Mais le joueur vraiment qui semble pouvoir avoir le plafond le plus haut, ou du moins atteindre le niveau le plus haut, c'est Amen Thompson. Hein. Je pense que c'est potentiellement le seul two-way player très clair de cette équipe. Quand tu regardes concrètement, les autres sont vraiment décalés d'un des deux côtés. Lui, c'est le seul vraiment. J'essaie de me faire la liste dans la tête, mais oui, bien sûr. C'est le seul vraiment two-way player qui, en tout cas, il a sur certains passages, c'est un joueur qui a montré des choses de joueur au NBA, clairement. Alors l'échantillon est encore assez petit, mais c'est un joueur qui déjà c'est le meilleur défenseur du point d'attaque de l'équipe, assez nettement. Hein. Puisque voilà, on a dit que les autres sont plus sur d'autres profils. Hein. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de Dylan Brooks, on a parlé un peu de Tarizon, ou même de Jason Tate, des joueurs comme ça. En fait, sur le point d'attaque, c'est une menace. C'est l'un des meilleurs de l'NBA. Oui, en plus c'est ça. C'est pas que à l'échelle des Rockets cette affaire. C'est un des meilleurs de l'NBA. On sait que voilà, avoir un fort joueur sur le point d'attaque. Non seulement ça te permet de varier tes couvertures défensives, hein, puisque effectivement tu peux te permettre de jouer peut-être un petit peu plus de drop, sachant que lui, il est en mesure de faire tout ce qui est review contest, de contester le tir derrière. C'est un bon navigateur d'écran. C'est quelqu'un qui est très fort sur les stunts également, qui aussi a une bonne capacité pour revenir en défense. Et en attaque, c'est quelqu'un, comme on l'a dit, hein, qui est un peu un créateur de tir au panier, un créateur de spacing, et qui a un premier pas qui peut lui permettre justement de se rapprocher du cercle, de créer du contact, de créer des fautes. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui, pour moi, hein, en tout cas, sur ces playoffs, qui va être le joueur à suivre pour cette équipe-là, parce que si c'est quelqu'un qui arrive à être le meilleur joueur des Rockets sur les différentes séries, je pense qu'on va les regarder différemment, puisque c'est un joueur qui a beaucoup de moins de faiblesses que les deux autres. Ouais, après, c'est à double tranchant, parce qu'il peut aussi être le meilleur parce que les autres sont en dessous. S'il est le meilleur parce que c'est lui qui a pris l'étape supplémentaire, parce que je suis d'accord avec toi. Alors après, je pense que défensivement, on ne se pose pas la question. Je pense que ça va rester. C'est un joueur, comme tu l'as dit, avec un profil physique, une vitesse de pied, d'appui
et des instincts et puis un placement des bras, il est infernal. Quand tu es le porteur de balle en face, c'est infernal d'avoir Amen Thompson. Donc la question défensive, je pense que ça, on est à peu près certain que ça va aller. La question que tu soulèves, c'est est-ce qu'il va pouvoir transposer à ce point sa lecture des espaces et sa création justement de jeu et de tir pour ses coéquipiers, puisque c'est un joueur sans tir. On a quelque chose de... On retrouve les questions qu'on se posait avec, toute proportion gardée, mais à l'époque avec Ben Simmons. Avec Ben Simmons, effectivement. Excusez-moi, je vais couper mon micro pour tousser, mais oui, voilà, des questions qu'on se posait un peu avec Ben Simmons. Pour le moment, justement, il y arrive très bien, justement en utilisant, comme je disais aussi, sa vitesse de pied, sa lecture des appuis des adversaires, etc. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va se transposer en play-off quand ça va se resserrer selon le profil d'équipe, on l'a dit, de défense qui est en face. Mais s'il arrive justement à garder ou même à augmenter même ce niveau-là de création, alors comme tu dis, effectivement, ça fait basculer le profil offensif, ça amène encore une carte supplémentaire et une problématique supplémentaire pour les défenses en face, et ça fait passer les Rockets dans un range plus grand, que ce soit déjà pour ces playoffs-là, mais aussi dans la perspective à 1, 2, 3 ans. Clairement, puisque tu vois, c'est un joueur qui, pour moi, hein, sur la saison, le spectre des joueurs qui est capable de le défendre, c'est amenuisé. Oui, c'est un profil compliqué. Il y a beaucoup moins de personnes qui sont capables de le défendre, ce gars-là. Hein. Oui, mais c'est plus des profils de joueurs qui sont défendus collectivement. Donc après, c'est aussi... Mais, et c'est le grand avantage, c'est ce qu'on disait, c'est aussi l'apprentissage qu'on a vu là sur cette deuxième saison aussi, c'est que les lectures sont bien meilleures aussi. Il arrive à lire quand l'aide arrive et à utiliser ces décalages-là. C'est ça qui est important aussi. Ouais, clairement. Donc ça nous fait deux facteurs et ça nous amène à la grande question. Et justement, on l'a dit un petit peu tout du long de la grande problématique des Rockets finalement dans ces playoffs, plus que eux-mêmes, c'est écoutez, Houston se situe à l'ouest de la NBA, en tout cas dans le découpage actuel de la ligue. Et du coup, la question avec laquelle on conclut ces podcasts se formant en ce moment, c'est celle du plancher et du plafond. Alors, évidemment, je pense que tu vas me dire que ça dépendra du profil de l'équipe qui vont affronter au premier tour, probablement, peut-être pas seulement au premier tour d'ailleurs, au fur et à mesure de cette campagne, si jamais il passe quelques tours de play-off. Commençons, je préfère terminer par la note positive, donc commençons par le plancher pour finir par le plafond. Bon, si ça se passe mal, c'était un mauvais tirage, et si on n'arrive pas à voir, voilà, on a un Jalen Green pas efficace, on a un Thompson peut-être un peu muselé par certaines défenses, on a cité donc les Warriors et les Wolves, il y a peut-être un peu les Mavs qui peuvent poser ce type de problématique. Malheureusement, ces équipes-là sont dans les potentiels adversaires des Rockets. Bon, est-ce que finalement le plancher, même scénario, alors catastrophe c'est peut-être exagéré, c'est pas une sortie premier tour, mais tu fais bonne figure, est-ce que finalement, bon, c'est un plancher, mais ça restera honnête? Oui, de toute façon, la saison est réussie. Hein. Globalement, la saison est réussie. Ils ont atteint les objectifs. Déjà, ils vont se qualifier directement pour les playoffs sans passer par le play-in avec l'avantage du terrain. A priori. Oui, normalement, ça devrait le faire. Il y a quand même, il y a quand même assez d'écart. Deuxième, tu vois, il y a quand même pas mal d'écart. Donc, je pense que c'est le plancher le plancher de cette équipe-là, ça va être pour moi de sortir potentiellement au premier tour. Parce que bon, voilà, sur une série en 7, avec notamment peut-être des équipes vétérantes ou des choses comme ça, tu sais jamais ce qui peut se passer. Puis surtout que voilà, c'est une équipe qui n'a pas encore prouvé quoi que ce soit justement dans des matchs coup près. Donc le doute peut être permis entre guillemets, puisqu'on on les a jamais vus à ce niveau-là, et on a déjà vu que certains joueurs importants de leur effectif pouvaient avoir certaines faiblesses et pouvaient être friables par le passé. Donc voilà. Peut-être le plancher, ça va être le premier tour. Après, ils ont un champion quand même, un champion NBA dans leur effectif, on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un Fred VanVleet, évidemment. Et Jeff Green. Oui, alors oui. Bon, pas forcément le mec qui va le plus jouer, mais c'est vrai, peut-être, pourquoi pas, pour la cohésion de vestiaire. Mais c'est vrai qu'avec la limite qu'on a dit, c'est vrai, comme tu l'as dit, l'inexpérience, alors c'est souvent un petit peu galvaudé ce fait-là, mais quand même arriver sur des matchs coup près, il y a une certaine habitude en face qui peut peser, toi, sur ton moral aussi. C'est une bataille à la fois physique, basket et psychologique, une série de playoffs. Donc, effectivement, ça pourrait mal se passer, pardon. Mais ça pourrait aussi mieux se passer que ça. Il existe un monde qui n'est pas tant surréaliste que ça, puisque, comme on le disait en début de podcast, tout le long de la saison, ils ont répondu aux attentes, ils sont restés en haut de la conférence. Donc, finalement, c'est une équipe sur laquelle on doit pouvoir compter. Il existe un monde où, justement, s'il y a des bonnes équipes théoriques en bas de la conférence, c'est pas pour rien qu'elles sont dans ces places-là, donc elles sont pas totalement fiables. Donc, avec l'avantage du terrain, Rockets peuvent passer un tour.
Est-ce qu'à partir de 2, c'est vraiment possible ou pas, Tom? J'ai un petit doute. J'ai un petit doute, notamment par rapport à tout ce qu'on a dit au niveau de l'attaque. Parce que je pense pas que tu puisses passer 2 tours comme ça, notamment avec, encore une fois, on a parlé de la notion de meilleur joueur. Le meilleur joueur, enfin, l'adversaire que tu as au premier tour est différent et normalement bien moins bon de l'adversaire que tu auras au second tour si tu passes. Et là, justement, les problématiques de meilleurs joueurs, tu pourrais avoir des meilleurs joueurs bien plus forts que ce que tu as rencontré avant. Et c'est là toute la problématique d'écart et de schéma, de problématique de schéma, puisque on sait que à mesure que tu avances aussi dans les tours, tu as certains types de joueurs qui vont pas pouvoir jouer. Donc aussi, c'est à combien de joueurs de ton effectif tu peux aussi décemment faire confiance pour pouvoir passer ce deuxième tour. Et là, j'ai un petit peu plus de doute. Mais je dirais, Oui, puis... ouais. Vas-y, pardon. Bah, je dirais, ouais, plafond, allez, plafond peut-être se qualifier en 7, à domicile pour la finale de conf, mais vraiment plafond ultime, quoi. Un plafond ultime, oui, c'est vrai. Mais après, il y a deux façons de voir le plafond. Il y a celui en termes de résultats, et je pense qu'on peut aussi voir le plafond en termes de production terrain. Ouais. Finalement, malgré toutes les limites que tu as dit, c'est vrai qu'aussi, tu as un jeu très physique, c'est un jeu éreintant, en répétant si tu as des séries en 7 dès le premier tour, etc. Même s'ils ont des profils physiques très forts, c'est quand même fatigant. Il faut voir si leur style de jeu avec le rebond offensif, etc., c'est très exigeant pour ces joueurs-là. Donc ça peut un peu te limiter. Mais par contre, même si tu sors, allez, mettons, comme on est sur le plafond, tu passes le premier tour, tu arrives au deuxième et tu sors même en 5, même en 6, mais par contre, tu as vraiment posé problème et tu as fatigué, j'ai envie de dire, ton adversaire du jour, les équipes en face diront, bah là, ils ont atteint le plafond qu'on voulait, et surtout, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et le fait que ce soit une équipe jeune, je pense que le plafond, en tout cas, le meilleur scénario pour les Rockets, c'est la confirmation de la dynamique des différents profils, notamment d'Amen Thompson, comme tu dis, sur lequel tu te dis, OK, on va pouvoir compter sur le fait que potentiellement, ça y est, on a trouvé notre meilleur joueur sur cette ère, en tout cas, des Houston Rockets. On a un Jalen Green plus fiable, donc on peut continuer, on ne regrette pas de l'avoir payé pour des matchs coup près comme ça, et on reste avec ce centre-là, et après on réajustera peut-être au niveau des vétérans, mais je pense que la manière est peut-être le plafond plus intéressant que le résultat dans les chiffres, dans les victoires, quoi. Totalement d'accord avec ça. C'est un oui. Si vous n'êtes pas avec nous sur YouTube, c'est un oui de la part de Tom. C'est un oui physique. Mais écoute, ça nous fait presque 45 minutes de preview des Rockets. Donc ça me semble. Eh oui, ça passe vite. Ça passe vite. Alors que voilà, c'est un résumé. Ce format de pourquoi ils ne gagneront pas, évidemment, c'est un titre un peu provocateur chez Dunk Hebdo, mais ça sert aussi à faire un panorama de ce qui s'est passé pour cette saison. C'est quand même une équipe où je pense que globalement, personne ne pourra me contredire, les fans des Rockets sont assez satisfaits. On est sur une saison où là, ces playoffs-là, c'est du bonus. Alors, tu as envie de ne pas retomber dans des travers, de poser beaucoup de questions, mais je pense que même si finalement, ça ne se passe pas aussi bien et que tu sors directement, la saison sera réussie, comme tu l'as dit. Donc voilà, on peut que leur souhaiter le mieux, d'atteindre un plafond, en tout cas d'être un poil à gratter du côté de l'Ouest. Et ça nous amène au bout de cette preview. Donc évidemment, on enchaîne en ce moment. Vous avez une preview quotidienne chez Dunk Hebdo. Donc merci à ceux et celles qui suivent, même si vous rattrapez de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, c'est l'avantage du podcast. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pendant ces presque 3/4 d'heure sur les Rockets. Merci à toi, Tom, de m'avoir accompagné pour celle-ci. Et puis, alors je ne sais pas quand est-ce que Ben a prévu la sortie des Rockets, mais a priori, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Toujours sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Twitter si vous voulez venir parler Rockets ou autre avec nous. Merci une nouvelle fois et à bientôt. Salut!